Allô. Action! Yo les jeunes, j'espère que ça va. Aujourd'hui mes petits bouts de merde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui aura une différente portée de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui, je viens vous parler du TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors il y a bien une raison pour laquelle je filme cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je suis atteint, moi, du trouble de l'attention avec hyperactivité, pour le coup. On voit 1 million de personnes sur TikTok s'en autodiagnostiquer un, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais vous savez peut-être pas vraiment ce que c'est. Ça reste quelque chose qui a été découvert relativement récemment, qui est extrêmement courant. C'est une vidéo que je fais aussi pour moi, déjà parce que c'est à peu près le seul sujet de conversation que j'ai depuis 6 mois avec mes potes et je pense qu'ils en auront ras le cul, et que de l'avoir synthétisé pour en faire une vidéo, en regroupant et en retriant tout ce que je sais sur papier, ça me permet aussi d'y voir plus clair. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est surtout pas que vous vous auto-diagnostiquez. S'il y a des gens qui font 10-15 ans d'études, c'est pas pour qu'un youtubeur leur vole leur travail, je crois. Le but, c'est de montrer surtout en quoi c'est primordial de considérer sa santé mentale, au même titre que le reste de toute sa santé en fait. Donc de démystifier aussi un peu tout ce qui tourne autour de ça. Donc je vais surtout insister là-dessus, à travers mon expérience et sous le prisme du TDAH, mais faut se dire que des maladies mentales ou des troubles, il en existe 1 million d'autres que vous connaissez pas ou que vous savez pas repérer et qui peut être à l'origine d'une souffrance que vous comprenez pas, que vous avez jamais compris. Alors, pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises, je suis évidemment allé chercher une définition sur internet. C'est très exactement un trouble neurodéveloppemental dont les symptômes se manifestent durant l'enfance, dans 3 dimensions cliniques, l'intention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Si je vous dis pas de bêtises, de moi ce que m'avait dit ma psy, quand vous avez un TDAH, c'est que votre cerveau produit pas assez de dopamine, voire pas du tout, ce qui va donc entraîner énormément de réactions en chaîne qui vont du coup se manifester dans votre vie de tous les jours, dans la manière dont vous abordez plein d'aspects de votre vie, le social, le professionnel, le personnel, et c'est donc bien avant d'être quelque chose qui se produit dans ta tête, quelque chose qui se produit dans ton corps. Il y a quelque chose dans ton corps d'anormal qui va dérégler le fonctionnement de ton cerveau. Alors il y a juste une nuance que je vais avoir besoin de faire pendant que je vous parle du TDAH, c'est que moi je vais vous parler du TDAH chez l'adulte, qui souvent se manifeste durant l'enfance, mais il va pas être déclenché par un événement traumatique, ou alors des carences affectives, ou des événements qui sont extérieurs au joyeux bordel qu'est le corps humain. Le problème c'est que chez l'adulte, ça se manifeste pas tout à fait de la même manière. En fait, un enfant, il a tendance, et c'est normal, à être beaucoup plus victime de ses émotions, de son instinct, de son impulsivité, que va l'être un adulte qui en grandissant forcément a fini, comme tout le monde, par s'enfermer dans les apprentissages sociaux, et d'autant plus du fait qu'il va être repéré plus tard chez l'adulte, il aura eu le temps d'évoluer, pas forcément dans le bon sens, et va du coup se manifester dans le quotidien d'une toute autre manière que chez un enfant. Hey, what the hell do you think of yourself? Alors, les différents symptômes. Encore une fois, pas d'autodiagnostic, merci. Déjà parce que ça se repère sur un ensemble de symptômes et qui se jaugent surtout différemment pour tout le monde, ce qui peut complètement changer la direction vers laquelle va partir les recherches. Et donc, le diagnostic à la fin. Je vous lis donc une partie des plus courants, mais de toute façon, vous aurez toutes les sources en barre d'infos, avec également des sites pour vous renseigner un petit peu plus, si ça vous intéresse ou que vous pensez que vous en êtes victime. Incapable d'être attentif pendant une période donnée, être facilement distrait par ce qui nous entoure, avoir de la difficulté à porter une attention particulière aux détails, faire des erreurs d'étourderie, se concentrer de manière excessive et être incapable de recentrer son attention, avoir l'impression que ses idées défilent, prendre des décisions impulsives, mauvaise gestion du temps et mauvais sens de l'organisation, procrastination, impatience, tendance à l'addiction, saut d'humeur, crise de colère, faible estime de soi, etc., etc. Du coup, comment ça s'est manifesté chez votre bon vieux pote Francis? Et comment j'ai fini par comprendre qu'il y avait un problème à régler que je pourrais pas régler tout seul? Je ne suis pas folle, vous savez. Comme je vous l'ai dit avant, c'est quelque chose qui est déjà présent dans l'enfance. Le truc, c'est que moi, je m'en étais toujours distrait. J'avais simplement conclu que ces différents aspects sur lesquels je semblais avoir des difficultés, ça faisait juste partie de ma personnalité et que c'était donc peut-être mes faiblesses, mais que ça restait ma nature profonde et que je pourrais probablement rien y faire. J'avais donc, et ça je m'en suis vraiment rendu compte plus tard, adopté des mécanismes tout au long de ma vie pour soit l'éviter, soit le cacher, sans pour autant régler le problème. Pour vous donner quelques exemples, typiquement, pendant une grande partie de ma vie, je prenais jamais aucune responsabilité. Je pense que c'était pour pas me rendre compte que j'étais incapable de les gérer. Je supportais pas la solitude, j'étais jamais tout seul. J'avais vraiment toujours besoin d'être stimulé, parce que si je me retrouvais seul, en fait, j'étais directement submergé par le flot incessant et archaïque de pensées qui défilaient en continu dans ma tête et qui donc me rongeaient le crâne littéralement. Le fait de plus aller en cours, parce que j'étais absolument incapable, et ça depuis toujours, ça a été de toute façon un de mes plus grands problèmes au niveau scolaire, de rester en place, de me concentrer, surtout à n'écouter qu'une seule personne pendant toute une journée. Et typiquement aussi le fait que je me sois mis à fumer. De la weed, hein, pour les enfants de cœur. Parce qu'une fois que j'étais déscolarisé, au final, je me suis quand même retrouvé tout seul. Et c'était à ce moment-là la seule chose qui arrivait à me calmer et qui m'empêchait de partir dans tous les sens. Moi, depuis que je suis tout gamin, j'ai vu une flopée de pédopsychiatres. On m'a fait passer 1 million de tests de QI, de sensibilité. Enfin, j'ai vraiment mis une fourchette dans tout le buffet que m'offrait la pédopsychiatrie et la psychiatrie chez l'adolescent. Il n'y a pas
une seule fois, quelqu'un n'a serait-ce que suggéré ce problème, ce qui m'avait donc juste conforté dans l'idée que j'étais comme ça et que je pourrais rien y faire, et qui m'a en plus de ça fait totalement perdre foi en la psychiatrie et en tout ce qui concernait la santé mentale. Sauf qu'il y a eu un moment dans ma vie où il y a eu une fracture. C'était pendant, et pardon de le redire, je sais qu'on le sait, mais qu'on n'a plus envie d'en parler, pendant le Covid. Parce que pour vous remettre dans le contexte, j'étais en année sabbatique à ce moment-là, donc j'avais ni études ni travail, enfin j'avais un travail juste avant le confinement évidemment, pour me distraire pendant le Covid, à part à ce moment-là les réseaux. Donc tout mon entourage me disait depuis longtemps que j'avais le potentiel que ça marche, que ce que je faisais c'était bien, et que la seule chose en fait qui manquait à ce succès, c'est que je m'y mette plus. Et c'est quelque chose que je croyais aussi, vraiment. Hein. Sauf que comme avant je faisais des études, je me disais à ce moment-là, et c'était d'ailleurs probablement une simple excuse que je me donnais, que c'était pas ma priorité. Parce que là j'avais plus d'études, tout le temps nécessaire et zéro distraction. C'était la ruée vers l'or à ce moment-là sur les réseaux sociaux. En plus de ça, la parfaite occupation pour rester en contact avec du monde pendant le confinement, tout en développant ma carrière. Je me suis donc tout naturellement dit que c'était le moment de charbonner, d'enfin prendre mes responsabilités, donc de passer de rien à tout, très clairement, et de commencer à m'autogérer en fait. Et c'est donc là que tout ce que j'avais évité pendant 20 ans, mais d'un coup retombé sur la gueule, alors que j'étais seul et enfermé chez moi sans échappatoire, autant vous dire que ma tête c'est devenu ma prison. Je savais dès le début que j'aurais des difficultés à mettre tout ça en place, mais je pensais qu'au même titre que tout le monde, en centrant mes efforts là-dessus, j'allais apprendre et que ça allait finir par rentrer en fait. Je me suis donc mis à m'organiser minutieusement, à voir comment je pouvais adapter mon quotidien pour être dans les meilleures dispositions possibles, pour que ça se passe bien et que j'arrive au bout de ce projet. J'élabore pendant des jours le plan le plus viable possible pour que ça se déroule à peu près sans accroc, tout en essayant de rester fidèle à moi-même, sauf qu'au moment où j'ai dû passer à la pratique, rien n'a fonctionné comme prévu. Je me suis retrouvé complètement largué, j'étais perdu au possible, à perdre un temps inimaginable à essayer de me retrouver dans tout ce que j'avais à faire. Au final, je m'y perds encore plus, hein, donc j'étais incapable d'accomplir ne serait-ce qu'une seule tâche de mon plan, que ce soit d'un coup, à la suite d'une autre, ou dans le temps imparti. Du coup, j'essaie d'alterner entre tout ce que j'ai à faire pour éviter de perdre encore plus de temps. Je suis rentré dans un état d'esprit où j'ai essayé de me mettre dans une autodiscipline, mais absurde, et d'autant plus dangereuse en fait. Déjà, j'arrête de dormir, parce que je me dis, bah je perds trop de temps, donc du temps, c'est qu'il m'en faut plus. Je m'isole complètement parce que je finis par me dire que je perds aussi énormément de temps dans le fait de voir mes amis, d'avoir une vie sociale, de vivre à peu près comme tout le monde hein, finalement. En plus à ce moment-là tout le monde continue de me demander pourquoi je suis pas assez investi alors que derrière moi j'ai l'impression de m'arracher les yeux. Ça me ramenait donc toujours à l'idée que je faisais pas assez d'efforts, que j'étais responsable de ça et que le seul qui pouvait le changer en fait c'était moi et c'est tout et que c'était qu'une question de conviction quelque part. Ce que je finis par donc me dire c'est que soit mon plan est pas viable, soit c'est que le problème vient de moi. Je finis par me remettre entièrement en question et je suis jamais allé aussi loin dans la remise en question. Sauf qu'à un moment, comme je finissais jamais par trouver, je commençais à imaginer tout et n'importe quoi, d'autant plus que j'étais isolé donc il y avait personne pour encadrer un minimum ce que je me disais, ce qui a mené à la plus grande crise existentielle de ma vie, doublé une crise identitaire hors norme, ce qui, vous vous en doutez à ce stade, ne produisait encore moins de résultats. En même temps, ma confiance en moi et mon estime de moi s'effondrent, donc j'en reviens à cette première conclusion, que peu importe ce que je modifierai en moi ou dans mon environnement, c'est un problème qui se résolvera jamais, et que donc ma nature, c'est d'être un incapable et un branleur. Autant vous dire que ça fait pas du bien à l'ego ça hein. Mais c'est pas là que ça m'a achevé. À la suite de ça, vu que la vie commençait un peu à reprendre, ma déprime ayant un peu passé avec l'été, bien que ma confiance en moi était toujours à -20, je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse un truc de mes 10 doigts et que si je peux pas faire un truc compliqué, autant chercher du travail, donc quelque chose qui sera relativement simple et qui devrait rester dans le champ de mes compétences, aussi faible soit-il. J'ai donc cherché un travail dans la vente, j'ai eu un taf que j'étais trop content d'avoir, et une fois engagé et à mon poste, c'est le retour de toutes les emmerdes qui remontent encore une deuxième fois. Donc j'ai vraiment là aussi essayé de me faire violence, genre ne serait-ce que d'arriver à l'heure tous les jours, c'était une organisation pour moi qui était gargantuesque. Hein. Ça a fini par me pourrir le moral, puis de toute manière au bout de 2 mois, on m'attège parce que... j'étais trop distrait. Et alors là mon pote, c'était le coup de massue de trop. C'est donc là que j'ai finalement décidé d'aller voir une psy. Alors, la psy. Dans mon cas, je parle d'une psychiatre parce que c'était quelque chose qui nécessitait d'être traité par un psychiatre. Vous êtes évidemment pas du tout obligé d'aller voir un psychiatre en premier coup si vous avez l'impression d'avoir un problème. Mais, je vais vous expliquer pourquoi après, je trouve que c'est quand même la meilleure solution par laquelle commencer, même si c'est pour la changer après. Je prends donc rendez-vous avec une psychiatre, mais pas du tout
pour ces problèmes d'attention et de concentration. Parce que je croyais à ce moment-là, vu que j'étais au fond du fond, que j'étais en train de faire une dépression nerveuse. Là aussi, c'est le pire truc à faire, hein. J'ai attendu le fond avant d'aller consulter quelqu'un, ce qui est complètement débile, parce que t'attends pas de cracher du sang pour toute autre maladie avant d'aller consulter. Alors que peut-être par ego, la santé mentale, on a tendance à se dire, on se démerdera très bien tout seul et que c'est notre conviction qui arrivera à la guérir. Spoiler, c'est pas le cas, hein. Après, voilà, comme personne n'est réellement assez informé, on a aussi beaucoup de mal à différencier les vrais symptômes inquiétants qui peuvent être la manifestation d'un problème plus profond, d'un problème dans lequel on s'est peut-être mis tout seul ou qui va être influencé par des conditions extérieures. Et ces symptômes, on les connaît tellement pas qu'au final, même ceux qui, comme moi, ont ces symptômes depuis toujours ou depuis leur enfance, ils sont tellement habitués qu'ils les repèrent même pas. Ou alors qu'une fois qu'ils se manifestent dans votre vie, on s'en rend compte après avoir sombré et qu'on est déjà à un stade plutôt inquiétant. Du coup, la prise de rendez-vous, bon, j'en étais à un stade de mort cérébrale. Je vais chercher sur Doctolib la psy la plus diplômée de Paris. Prends rendez-vous, bim, 4 mois d'attente. Le temps de développer une deuxième maladie mentale, en somme. Moi, un truc que j'ai fait et que je peux vous conseiller, justement, si vous avez de longs délais avant votre premier rendez-vous, parce que c'est quelque chose d'assez récurrent, malheureusement, dans toutes les spécialités médicales d'ailleurs, c'est que, au fur et à mesure des mois, en fait, je notais dans mes notes tout ce qui me passait par la tête et qui pourrait avoir une importance au moment du rendez-vous. J'ai donc d'abord noté tous les moments marquants de ma vie, bons ou mauvais, hein, fallait juste que ça m'ait assez marqué pour que je m'en souvienne encore aujourd'hui et que j'ai l'impression que ça a pu avoir une influence sur moi. Les problématiques que je vous ai expliquées que j'avais, des éléments un peu pratiques, je sais pas, des habitudes que je trouvais anormales, est-ce que j'avais des angoisses, est-ce que je me sentais mal dans certains contextes. Parce que le psy va évidemment s'intéresser à ce que vous dites, mais il va surtout se demander qu'est-ce qui vous a mené à penser ce genre de choses pour comprendre vraiment en 3D tout le fonctionnement de votre cerveau. Et puis surtout, vu le prix de la séance, je me suis dit que autant rentabiliser mon argent et pouvoir faire la partie du travail que je peux faire moi-même déjà en amont. Parlons donc maintenant du prix. Alors ça, le prix, c'est un truc qui freine énormément de monde. Mais ça peut s'organiser. Déjà, pour n'importe quel psychiatre, il y a obligatoirement une partie de sa consultation qui est remboursée. Après, ça dépend de votre psychiatre, ça dépend du secteur dans lequel il se trouve, mais ça, c'est des renseignements que vous pouvez savoir évidemment avant. Si vous avez quand même pas 50 balles à mettre dans une séance, il y a des psychiatres, ça c'est pour les étudiants que je le dis, qui proposent des tarifs étudiants donc. Ce qui fait qu'avec le tarif étudiant et la sécurité sociale, vous êtes quasiment intégralement remboursé. Ensuite de ça, et c'est pour ça que je vous avais dit que peu importe la thérapie qu'on veut commencer, je pense que voir un psychiatre une première fois au tout début, c'est pas une mauvaise idée. Parce que si vous savez pas réellement de quel professionnel vous avez besoin, et que vous avez donc peur de perdre l'argent à essayer indéfiniment de trouver le bon, de trouver celui dont les techniques correspondent, mais aussi celui avec qui vous vous sentez bien, l'avantage du psychiatre, déjà, c'est qu'en fonction de vos problèmes, il va vous dire quel professionnel vous allez avoir besoin de consulter, que ce soit un psychothérapeute, un psychologue, ou même parfois un endocrinologue, et en plus de ça, il vous en conseillera des bons. Il vous dira aussi si justement vous avez besoin d'un psychiatre et que donc vous pouvez continuer à consulter lui, ou si vous n'avez pas besoin d'un psychiatre. Parce que le psychiatre, son but, c'est pas de vous garder, hein. Même s'il doit vous garder, moi qui ai un problème qui est relativement avancé d'après mes tests, ma psychiatre, les 2 premiers mois, je l'ai vu 4 fois. La première fois pour lui déballer toutes mes notes et tout ce que j'avais à dire. La deuxième fois pour que elle me pose des questions. La troisième fois pour me proposer un pré-diagnostic et donc des tests. Et la quatrième fois, après avoir étudié les tests, pour poser un diagnostic et me proposer les traitements. Maintenant, on en est juste au stade où c'est le suivi médical et je la vois qu'une fois par mois maximum. Pour qu'elle renouvelle mon ordonnance et qu'elle voit si tout continue de bien se passer. Et puis à la fin de ce suivi, bah, je continuerai mon traitement et je la verrai encore moins. He needs some milk. Du coup maintenant, parlons des traitements. Ah, les médicaments. Sujet vivement débattu. Alors, moi, le traitement que je prends, ça s'appelle de la Ritaline, qui est d'ailleurs, à ce que j'ai compris, dans mon cas, le traitement le plus prescrit. Pour lire la définition de ce que c'est, là, c'est le moment où vous allez flipper. C'est donc un puissant psychostimulant dont les propriétés pharmacologiques sont comparables à celles des amphétamines. À ce titre, il est considéré comme stupéfiant dans de nombreux pays où sa prescription est soumise à une réglementation stricte. Je peux vous dire que je comprends pourquoi, étant donné que j'ai déjà des copines qui m'ont demandé de m'en racheter. C'est tellement encadré que je dois choisir une seule pharmacie qui aura le droit de me la délivrer. Et il y a également écrit le nombre de cachets exactement par mois auquel j'ai droit. J'ai même dû, avant de pouvoir prendre ce traitement, passer un bilan cardiaque et faire des prises de sang, tu vois, donc c'est que ça déconne pas. Moi ça me fait rire avec mes copines, on dit que c'est métase. Ça se prend sous forme de gélule, soit à une certaine dose tous les jours, soit à une dose parfois un peu plus élevée, quelques jours par semaine, quelques jours par mois, enfin dans des conditions qu'ils demandent. Parce que l'avantage de ce truc là, c'est que c'est vraiment un médicament qui agit sur l'instant. C'est le traitement que je prends, mais c'est pas le seul qu'elle m'ait proposé. Elle m'a d'ailleurs pas du tout dirigé particulièrement vers celui-ci, elle m'a vraiment laissé faire en fonction de ce que je voulais et de ce que je demandais. Parce qu'il y a énormément de gens de toute manière qui veulent pas prendre de médicaments de ce genre. Le psy, si tu lui dis que tu veux pas prendre de médicaments, eh ben, il va trouver une autre solution que les
médicaments. Moi, elle m'avait donc parlé de, voilà, de thérapie, d'un travail, du coup, qui serait beaucoup plus long, en fait. Donc, j'ai donc laissé le bénéfice du doute à ce traitement. Et puis, encore une fois, chaque cas est différent. Il existe des gens pour qui une thérapie, ça suffit amplement et un travail peut être réalisé relativement rapidement. Il existe des gens sur qui les médicaments, c'est pas suffisant, donc faut l'associer à une thérapie. Ça encore, c'est pas moi qui vais pouvoir vous le dire, c'est votre psychiatre. Moi, forcément, là, je suis dans l'instant présent de me rendre compte que ça change dans ma vie. Et autant vous dire que d'avoir atteint le noyau du problème, et donc en rétablissant ce déficit hormonal, il y a en quelque sorte tout mon transit cérébral qui s'est déconstipé, tu vois. I'm feeling sexy and free. Alors, en ce qui concerne le post-diagnostic, comment je me sens maintenant? Comment j'arrive à vivre? Déjà, ça fait que quelques mois que je suis sous traitement, donc est-ce que j'ai déjà le recul nécessaire pour voir tout ce que ça change, et surtout ce que ça change pas, et que je devrais traiter dans un second temps? L'avantage, c'est que si j'ai un travail à fournir sur les choses que je veux changer chez moi qui sont indépendantes, maintenant j'ai au moins les capacités de le faire. Donc je vois vraiment la différence de fou malade, en fait. Honnêtement, un peu comme beaucoup de gens, j'avais peur que ça me change et que je finisse par devenir un robot anesthésié, mais je me rends compte que je reprends vraiment confiance en moi, et c'est grâce à tout ce que ce traitement est en train de réguler en moi, c'est-à-dire mes émotions, ma concentration, mon impulsivité, le fait que j'arrive enfin à gérer mon temps plus ou moins, parce que voilà, là c'est un apprentissage, j'en suis au début, on m'a mis un bon coup de pied au cul pour que j'arrive enfin à le faire, mais plus ça va aller, et plus ça ira en fait. Et surtout le fait que j'ai enfin des réflexions qui arrivent à être structurées, qui partent d'un point A, finissent à un point B, ce qui me fait d'autant plus reprendre confiance en ce que je pense, et par conséquent prendre confiance en les décisions que j'ai envie de prendre, parce que ça débloque une batterie de trucs dans ma tête qui, indépendamment chacun, vont en débloquer d'autres, qui aussi vont encore en débloquer d'autres, qui vont en débloquer d'autres. Je comprends donc beaucoup mieux mon présent, mais surtout d'avoir cette nouvelle clé de compréhension sur moi, ça me permet aussi de beaucoup mieux comprendre mon passé, mes souffrances, mes problèmes, mon adolescence, mon rapport aux autres, mon rapport au monde du travail, et Dieu sait à quel point c'est déculpabilisant. Évidemment, on reste en grande partie maître de soi-même, donc je remets pas toutes les tares qui ont pu m'arriver dans la vie là-dessus, mais de saisir toute l'influence que ça a déjà pu avoir dans ma vie, ça me permet, pour beaucoup de choses, de m'enlever une culpabilité sur quelque chose sur lequel j'avais aucun contrôle. Et puis surtout, ça me permet d'envisager l'avenir. De ouf. Parce que du fait que je comprends enfin mieux mon cerveau, je sais que là je vais avancer en n'ayant plus toutes ces contraintes sur lesquelles je me battais en vain depuis super longtemps. Ça veut pas dire que j'en aurai pas d'autres, mais déjà ce sera probablement pas en vain que je les appréhenderai, puisque maintenant, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai enfin les armes pour pouvoir les traiter et peut-être y trouver une solution. Bon, à part si je développe encore un trouble psychologique, mais je pense que là le Seigneur en a assez fait. Faut vraiment admettre que je me suis pas senti aussi bien depuis longtemps, voire jamais. Everybody clap your hands. C'est donc le moment de répondre à vos questions, les jeunes. Parce que bon, j'ai mis une story sur Instagram, mon Instagram, et j'ai remarqué, entre les questions sur ma skincare et comment devenir une queen, qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui savaient pas ce que c'était. Comment tu t'es senti quand tu as été diagnostiqué? Alors au début, je vais être honnête, je m'en tapais les couilles. Même quand j'ai commencé mon traitement, au début, je trouvais ça bien, mais enfin, je voyais pas totalement tout de suite la diff. Et en fait, c'est à force de traitement que j'ai fini vraiment par réaliser toute l'importance que ça allait avoir sur ma vie dans l'avenir. Est-ce que ça peut être à cause de la fumette? Parce que j'ai l'impression d'être conne depuis que je fume. Alors non, peut-être que si t'es conne, c'est parce que tu fumes. Juste voir le problème dans l'autre sens. Moi, le fait de fumer, ça m'a permis d'atténuer certains symptômes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des circonstances extérieures qui peuvent aggraver le TDAH. Peut-être qu'il va s'aggraver suffisamment pour que vous vous en rendiez compte, mais il va pas se déclarer par ça. C'est quelque chose qui est là avant, qui peut être héréditaire. Donc non, le fait de fumer va pas provoquer un TDAH. Est-ce que je le vois comme quelque chose de négatif ou de positif? Bah, moi, je trouve que c'est une bonne chose, de toute manière, de le savoir maintenant, quoi, parce que vaut mieux tard que jamais, donc ça peut être qu'une bonne chose. Je suis pas du tout dans l'état d'esprit de me dire « Ah mon dieu, mais je suis malade, je vais jamais en voir le bout ». Je me dis justement que je l'étais avant et que maintenant je le serai plus, quoi, donc c'est super. Au contraire, moi vraiment, quand je vous dis, c'est ça aussi qui me fait regagner confiance en moi. Alors les clichés ou idées reçues qui t'énervent le plus parce que faux, pas exact. Déjà, y a rien qui m'énerve, hein. Si j'entends quelqu'un dire une connerie, je vais pas lui sauter au cou pour lui faire son éducation, hein. Mais je dirais qu'une des idées reçues qu'on entend souvent, c'est que c'est un peu l'excuse des branleurs et que c'est un peu l'excuse des gens qui veulent pas travailler. Ça, c'est un truc qu'on va entendre nos darons ou nos grands-parents dire, tu vois. Ou des personnes qui connaissent rien. Donc, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui m'énerve? Non. Parce que de toute manière, si j'en parle à quelqu'un, je lui laisse pas la liberté de pouvoir le remettre en doute. Pourquoi tout le monde est TDAH? Encore un truc représentant un peu trop la Gen Z. Alors voilà, là aussi, il faut pas se perdre dans cette explication. Les cas de TDAH, c'est vrai, ont explosé au fil des années.
Mais alors, ils ont explosé aussi pourquoi? Parce que c'est considéré de plus en plus. Et qu'au final, plus t'en trouves des cas de TDAH, plus tu vas en chercher d'autres. Et plus tu vas en chercher d'autres, plus t'en trouves. Donc il y a peut-être un moment où c'est des chiffres qui vont stabiliser parce qu'on va enfin comprendre la portée que ce genre de trouble a sur le monde entier en fait. Et le nombre de personnes qui peut statistiquement concerner. C'est non pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui était déjà là et qui se fait enfin reconnaître. Et comme c'est des questions qui sont de plus en plus traitées, bah évidemment il y a de plus en plus de gens observés, donc il y a évidemment de plus en plus de gens chez qui on le retrouve. Pourquoi ça te freine, ça t'empêche de vivre normalement? Pour un peu faire une analogie, dites-vous que tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, tous les choix que vous prenez, c'est une soupe, une bonne soupe aux poireaux, mais que si tu vas y verser un shot de vodka, la vodka étant de TDAH, c'est peut-être pas la meilleure comparaison, ça va altérer toute la soupe, obligatoirement. Il y a des trucs où je me rends compte finalement que maintenant, qu'en fait ça avait une influence, puisque c'est des problèmes qui sont réglés, et dont je me rends compte qu'une fois qu'ils sont réglés. Et quels sont les points plutôt positifs de ce trouble? En ce qui me concerne, moi je sais, et je me suis aussi rendu compte a posteriori, je sais que ça a énormément influencé sur ma culture, tout ce que je sais, parce que au lieu d'être passionné par un seul sujet, j'étais passionné par 1000 trucs. Ça m'a rendu aussi extrêmement manuel et débrouillard. Quand j'étais petit, en fait, j'ai réalisé que c'était comme ça que je me distrayais énormément. Je faisais énormément de trucs de mes mains, mais quand je dis je faisais des trucs de mes mains, je dépiotais des meubles pour les reconstruire sous une nouvelle forme à la scie sauteuse sur la moquette blanche du salon de ma grand-mère quand j'avais 9 ans. L'extension, en fait, ça m'a rendu surtout hyper créatif. Pour conclure, parce qu'il faut conclure, j'aimerais vous rappeler que du fait qu'on a encore du mal à saisir l'importance de la santé mentale dans notre vie, c'est des questions qui sont traitées depuis un siècle et demi à peine, alors que tout ce qui concerne le corps, c'est traité depuis déjà des milliers d'années. Je pense donc qu'en fait elle souffre d'un manque de considération, mais que tout de même sa crédibilité change à une vitesse folle en fait, de manière complètement exponentielle. Tout comme la vitesse à laquelle elle évolue. Et plus de gens le considéreront, plus de gens se feront aider, plus il y aura de matière à faire des recherches, plus c'est une science qui s'affinera et qui apportera donc de nouvelles avancées. Et donc une fois qu'on la prendra autant au sérieux que tous les autres aspects de la santé, plus elle deviendra nécessaire et donc accessible. Donc si vous êtes malheureux, si vous avez une souffrance, un mal-être, zéro estime de vous, si vous avez de grosses difficultés à suivre le monde qui vous entoure, c'est pas obligatoirement que ça fait partie de vous. Donc c'est votre nature profonde. C'est peut-être que justement il y a quelque chose d'anormal qui se passe en vous, qui parfois peut être expliqué scientifiquement, mais surtout du coup qui peut être traité et pris en main. Le mot de la fin ce sera donc va te faire soigner, merde. Et voilà les jeunes! Je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire, j'ai probablement oublié 1000 trucs, il y a 2-3 conneries qui ont dû se glisser par-ci par-là. Si vous voulez les corriger, l'espace commentaire est fait pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu vous aider quelque part, j'espère, de par mon expérience, de par ce que j'ai pu dire. Je vous invite à toujours plus vous renseigner si c'est des sujets qui vous intéressent, et de faire vos propres recherches et de considérer toutes ces questions si vous pensez qu'elles peuvent résonner en vous. Vous avez l'espace commentaire à disposition si vous voulez qu'on en parle ensemble, t'as vu, parce que même moi, ça m'aide toujours plus à étoffer mes connaissances à ce sujet. Tu peux t'abonner, commenter, liker, partager, je te la fais plus. Et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo qui normalement devrait traiter d'un sujet un peu plus léger. Bisous!